Bienvenue! Vous écoutez le podcast Atypique Lab. Je m'appelle Olivia Tampon-Lajarriette et je vous emmène dans un monde d'intensité et de sensibilité où il est tellement bon de tout remettre en question. Tous les mardis, des réflexions et inspirations pour vivre en paix avec son intensité. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons poser notre regard sur le concept même de l'atypie. Je voulais préciser que je ne suis absolument pas diagnosticienne. Je fais pas passer de tests et c'est pas du tout ma spécialité. Mais, puisqu'on attire les personnes qui nous ressemblent, que ce soit dans notre vie, au boulot, ici dans mon cabinet, le sujet de l'atypie est un sujet qui revient tout le temps, puisque certaines personnes viennent me voir en ayant des doutes, certaines sont déjà diagnostiquées et beaucoup l'ignorent. Je vais faire un résumé de ce qui existe aujourd'hui. Je vous laisse y ajouter le maximum de nuances. Je ferai sans doute plein d'interviews de personnes spécialisées pour chacune des atypies. Ça nous donnera le temps de creuser et de prendre aussi en compte le fait que, comme le dit Albert Moukébert, aujourd'hui, les neurosciences n'offrent pas une théorie unifiée sur le fonctionnement du cerveau, et pour lui, la variabilité individuelle, c'est la norme, non l'exception. Pourtant, rentrons dans le cœur du sujet, la réalité, elle est bien différente pour les personnes atypiques. Depuis l'école, jusque dans les entreprises en étant adulte, il y a des normes, et la majorité des fonctionnements, ou des attentes, de tout ce qui est créé est basé sur un fonctionnement neurotypique. Donc je vous en reparlerai dans le prochain épisode sur les étiquettes, mais il me semble absolument nécessaire de proposer des nouvelles catégories, parce que cela va créer une nouvelle base de référence, un nouveau groupe de référence, et on va pouvoir ainsi prendre en compte la diversité des profils neuroatypiques, et on va arrêter de le voir comme des déficits, comme des bizarreries, comme des cerveaux cassés, ou pire, comme des gens qui ont constamment des problèmes de santé mentale. Aujourd'hui, on compte 5 types de neuroatypies, dont la définition officielle est des personnes neuroatypiques présentent souvent une hyperconnectivité cérébrale influençant leur manière de penser, de ressentir et d'interagir. Et c'est vrai, on perçoit, ressent, interagit vraiment profondément différemment avec le monde qui est autour de nous. Les 5 neuroatypies, il y en a 2 qui ne sont pas des diagnostics et il y en a 3 qui sont des diagnostics cliniques. Donc les 2 premiers, c'est l'hypersensibilité ou le haut potentiel sensible et le HPI, le fameux, dont on entend un peu plus parler aujourd'hui. Il y a aussi le THPI, donc le très haut potentiel intellectuel. Les 3 autres neuroatypies qui sont des diagnostics cliniques, il y a les 10, souvent on connaît la dyslexie ou la dyscalculie. Il y a le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et le TSA, trouble du spectre autistique. À l'époque, on parlait juste d'autisme, maintenant on parle de spectre. Commençons par l'hypersensibilité, ou le HPS, si vous êtes comme moi dyslexique. Il va y avoir plein de petites lettres dans tous les sens. Donc le haut potentiel sensible. L'hypersensibilité, ça désigne une réactivité accrue aux stimuli sensoriels, émotionnels et sociaux. Ce n'est donc pas un diagnostic ni une pathologie, c'est un haut potentiel. Ça peut être une force ou une vulnérabilité, ou pour certains un poids très lourd à porter, et ça va dépendre du contexte et surtout de notre capacité à le gérer. Par exemple, désolé, mes exemples vont être un petit peu caricaturaux, c'est quelqu'un qui va être très touché par l'ambiance d'une pièce quand vous rentrez, ou par des bruits. On va pouvoir se mettre à pleurer facilement devant une injustice, ou la beauté d'une œuvre d'art, d'un paysage. Et souvent, c'est des personnes qui ont aussi une très grande empathie. Le haut potentiel intellectuel, lui aussi, n'est ni un trouble, ni un handicap, c'est une particularité cognitive. Elle est définie par le quotient intellectuel, le fameux QI, et on est HPI à partir du moment où on dépasse 30 sur le test de Waze, et très haut QI à 145. Il y a plein de mots qui existent pour en parler. On va parler de douance, on va parler de surdoué, de zèbre, de phylocognitif. Plein de mots différents pour parler de la même réalité, c'est-à-dire une efficience vraiment particulière de certains circuits neuronaux,
avec une sensibilité accrue à cette stimulation cognitive et émotionnelle. Donc non, c'est pas être doué en maths ou être premier de la classe, ni supérieur, ou je sais pas. Il y a énormément de profils, c'est très très varié. C'est plutôt une capacité à comprendre et analyser différemment. Par exemple, ça va être une personne, donc je prends souvent des exemples de femmes adultes, qui va s'ennuyer rapidement dans des tâches un peu routinières, un peu répétitives, quelqu'un qui va avoir besoin de challenge, qui va apprendre extrêmement vite et surtout très différemment. On va souvent entendre je sais mais je sais pas comment je sais. Voilà. C'est des personnes qui ont besoin de sens dans leur travail, dans leur vie, et qui en même temps peuvent sentir un décalage avec des collègues et souffrir aussi d'une hypersensibilité émotionnelle. Les 10 sont donc bien des troubles de l'apprentissage. Et chacun va être lié à une fonction cognitive particulière, je vais vous faire la liste. Et c'est important de comprendre que les neurosciences, elles ont identifié les différences structurelles et fonctionnelles dans les régions cérébrales concernées par ces fonctions. Donc aujourd'hui, on le sait, et c'est pour ça qu'on parle de diagnostic. Il est essentiel de les reconnaître parce que souvent, c'est des personnes qui vont être considérées comme étant peu motivées, qui font pas assez d'efforts, qui sont pas assez intelligents. Souvent, c'est l'inverse. Et alors, en plus, si vous ajoutez une personne qui a un 10 avec un HPI, on va créer des stratégies de compensation, d'adaptation extraordinaire, invisible, forcément pour les autres, et c'est épuisant. Et ça va vraiment avoir un impact fort sur sa confiance en soi. Donc c'est quelque chose à identifier rapidement. La dyslexie, c'est la difficulté à lire et à reconnaître les mots, donc c'est en lien avec la lecture. La dysorthographie, on l'a compris avec l'orthographe et l'écriture, donc on a du mal à écrire sans faire de fautes. La dyscalculie, c'est lié au calcul, au raisonnement mathématique en général, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à utiliser les noms et à comprendre comment ça fonctionne. Si vous êtes comme moi, bienvenue au club. Pour faire votre compta, c'est toute une histoire. Après, il y a la dysphasie. Donc là, c'est vraiment le langage oral et la difficulté à produire le langage, les expressions. La dyspraxie, on est sur la motricité. Donc comment est-ce que j'arrive à coordonner les gestes, les mouvements, à avoir une coordination? Ça va être très compliqué. Et la dysgraphie, on est dans l'écriture. La difficulté va être à écrire de façon lisible, fluide. Heureusement, aujourd'hui, on le repère beaucoup plus vite à l'école. C'était pas du tout le cas il y a encore 20 ou 30 ans. Donc si vous avez des doutes, n'hésitez pas, c'est vraiment très important d'aller vérifier parce qu'on parle de troubles d'apprentissage et donc ça va avoir des conséquences encore aujourd'hui lorsque vous êtes un adulte. Ensuite, le TDAH. C'est un trouble aussi neurodéveloppemental et il se caractérise par des difficultés d'attention, d'impulsivité et parfois d'hyperactivité. C'est-à-dire qu'il va y avoir une modulation atypique dans certains réseaux cérébraux qui vont impliquer la régulation de l'attention et du contrôle inhibiteur. La caricature la plus connue, c'est quelqu'un qui va passer d'une motivation à zéro, complètement en train de... On a l'impression de se reposer, de procrastiner, de glandouiller, à un hyper-focus à 100%, où on perd complètement la notion du temps, on n'a même plus envie de manger, on n'a même plus... Enfin, on pense plus même aller aux toilettes, etc. C'est aussi des personnes qui vont avoir du mal à gérer plusieurs tâches à la suite, qui vont avoir une représentation du temps. Donc la caricature, c'est d'oublier des rendez-vous, de se sentir assez débordé dès qu'il va y avoir beaucoup de stimulation. Et en même temps, forcément, ça va avec des personnes hyper créatives, hyper réactives et très 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 efficaces en situation d'urgence. Bon, j'ai vraiment l'impression de ne faire que des généralités, mais c'est le but. C'est que vous ayez déjà ces mots en tête et que vous puissiez déjà commencer à les connaître et les utiliser. Et le dernier, c'est le trouble du spectre autistique, le TSA. Ça regroupe un ensemble de troubles qui est caractérisé par des difficultés dans la communication sociale, ce qu'on appelle des intérêts précis restreints et des comportements répétitifs. Et on parle bien ici de handicap. Ici, on ne peut pas se forcer, on va avoir quelques leviers d'action, notamment concernant les déclencheurs.
Vraiment, mettez-vous en tête que c'est comme de demander à quelqu'un d'enlever ses lunettes et de faire un effort pour quand même réussir à voir. C'est juste pas possible. Aujourd'hui, ce qui a beaucoup bougé, c'est la vision qu'on en a et les informations. On parle de spectre. Et vraiment, c'est un spectre qui est très, 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 très large. Bon, hélas, il y a quand même très, très peu de représentations qui ne soient pas vraiment que des caricatures et encore moins pour les femmes adultes. Donc, on est encore dans cette représentation un peu à la Rain Man. Forcément des hommes, forcément toujours cette histoire de maths. Bref. Voilà, c'était très condensé. C'est plus une introduction pour les personnes qui veulent comprendre vraiment la globalité de ce que représente le fait d'être atypique. Vous voyez, c'est des profils vraiment variés parce que dans chaque catégorie, les personnes ne se ressemblent pas. Mon focus que j'aime toujours, c'est de me poser la question, et les femmes adultes dans tout ça? Et ben la mauvaise nouvelle, c'est que les diagnostics d'atypie chez les femmes sont pas si faciles que ça. On va beaucoup parler d'errance médicale. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tout est construit sur et pour des modèles et des schémas masculins, et ici aussi beaucoup pour l'enfant. Donc si vous avez une atypie, voire plusieurs combinées, ça va être assez compliqué à diagnostiquer. Et c'est ce dont on parlera dans le prochain épisode. À quoi ça sert de porter une étiquette et d'aller chercher un diagnostic, de faire un test? Être neurotypique, c'est avant tout ressentir et vivre sa vie à travers un prisme différent, plus fort, plus intense, plus sensible. Nos interactions avec le monde qui nous entoure, elles sont souvent perçues et jugées comme trop pas assez, toujours en un seul mot. Votre challenge, si vous l'acceptez, pardon, mais j'étais obligée. Votre challenge, c'est d'identifier vos différences pour pouvoir trouver vos étiquettes et ne plus accepter d'être réduite à une femme trop pas assez. Assumer d'être une hyper qui ne sait pas faire autrement que de vivre sa vie pleinement et intensément. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode avec toutes les femmes atypiques que vous aimez, celles qui doutent encore de leurs différences, malgré leur grande sensibilité, leur haut potentiel. Je vous embrasse fort et je vous dis à mardi prochain.